De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom avec nous toujours notre éditorialiste Lucien Pambou et puis notre invité, donc Ola Adam. Je rappelle que vous êtes directeur dans un cabinet de conseil en France et que vous êtes nigérian. Alors Nadia Lamarque-Vie a laissé sa place à notre deuxième invité Emmanuel Iga. Vous êtes docteur en géographie du développement et directeur de Phobos International. Bienvenue sur Africa 24. Je suis aussi nigérien. Oui, vous êtes également nigérien, effectivement. Tout de suite, notre dossier du jour. Lagos est la capitale économique du Nigeria, c'est le centre névralgique des affaires. La ville concentre à elle seule 65% du PIB non pétrolier du Nigeria, d'où un exode rural important vers cette ville en pleine expansion et dont les besoins d'urbanisation vont croissant avec plus de 20 millions d'habitants. Lagos doit développer ses infrastructures de transport, notamment car les embouteillages dans la ville sont légion, comme en témoigne ce reportage de notre envoyé spécial au Nigeria, Franck Ndofina. En Afrique de l'Ouest, s'il y a une ville dont le développement et l'accroissement de la population ne pourraient passer inaperçus, c'est bien sûr Lagos. La capitale économique de la République fédérale du Nigeria est l'une des plus grandes villes du continent. Avec 20 millions d'habitants environ, Lagos reste une ville où les besoins d'infrastructures et de mobilité demeurent prioritaires. Nous sommes vendredi après-midi, il est 14 h. Ce n'est pas encore l'heure de pointe, mais presque toutes les grandes artères sont bouchées. Les embouteillages, les habitants de Lagos y sont habitués. Nous le reconnaissons, la population est grandissante. Tout le monde veut vivre à Lagos. Et j'insiste, 80% de la population nigériane souhaite vivre à Lagos. Les gens veulent vivre ici parce que c'est une ville qui marche. Lagos est une ville leader. Les gens trouvent des infrastructures pour leurs affaires, leurs activités économiques, et aussi parce que leurs États ne fonctionnent pas comme ils le souhaitent. Lagos est la plus grande ville commerciale du Nigeria. Avec 20 millions d'habitants, 2 fois la population du Bénin, plus de 20 fois la population de la Guinée équatoriale, les besoins de mobilité et de transport de cette ville sont grands. Mathieu est un habitant de Lagos. Les embouteillages sont devenus pour lui une réalité quotidienne. Je m'appelle Adesolo Mathieu. Je vis à Lagos depuis 30 ans. Après avoir fini mes études, je suis venu chercher du travail à Lagos. Je faisais beaucoup de petits boulots qui ne me plaisaient pas vraiment, pour gagner un peu d'argent. Alors j'ai décidé d'économiser pour m'acheter une voiture d'occasion pour travailler. À l'époque, Lagos était très dégagé. Il n'y avait pas de bouchons. Mais de nos jours, le trafic est catastrophique, surtout dans les périodes de fête. Hier, par exemple, tout le corridor était bloqué plus de 4 heures. Un trajet que je faisais entre 3 et 4 heures de Ikeja à Lagos, hier, ça m'a pris 8 heures. Des besoins en infrastructures de transport, une réalité que les autorités de la ville ne peuvent ignorer. Lagos doit faire face à un défi, la décongestion afin de diminuer les trafics, surtout aux heures de pointe. Tous ces embouteillages dont on parle, ils sont causés par le mauvais état des routes. Si le gouvernement peut réparer ces routes, il y aura moins d'embouteillages. Parfois, ce n'est pas le fait qu'il y ait trop de voitures, c'est juste que les gens roulent lentement pour éviter les nids de poules. La ville de Lagos connaît une surpopulation sans cesse croissante, avec environ 30% de taux d'urbanisation. Par ailleurs, sa proximité avec les pays comme le Bénin, le Togo ou encore le Ghana fait d'elle une ville constamment convoitée, surtout par les commerçants. Mais à Lagos, si les besoins de mobilité sont grands, les besoins en termes de logement ne sont pas moins importants. Les routes à l'intérieur de Lagos se développent progressivement. L'année dernière, il était question de 600 routes. Cette année, nous en sommes à 690. Nous prévoyons aussi d'ouvrir un autre aéroport pour désengorger l'aéroport international. La grande concentration de la circulation des motocyclistes et des automobilistes a favorisé la pollution atmosphérique dans la ville de Lagos. Nous avons besoin de véhicules, de beaux véhicules pour faire notre travail. Ensuite, il nous faut des routes. Vous voyez les conditions des routes ? Nous avons besoin que ces routes soient réparées afin de faciliter les déplacements dans Lagos. Les gens de Lagos voyagent beaucoup. Le gouvernement nigérian et l'État de Lagos ont entrepris depuis plusieurs années la construction d'infrastructures modernes pour faciliter le quotidien des populations. Des ponts ainsi que des échangeurs ont été construits. Le transport maritime a été également développé. Je peux vous dire qu'on n'investira jamais trop à Lagos.
car Lagos est une plaque tournante commerciale, non seulement pour le Nigeria, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Lagos est la ville la plus connue, la plus fiable du pays, et c'est là où il est le plus facile de faire des affaires au Nigeria. En 2050, la population du Nigeria devra atteindre les 400 millions d'habitants. Lagos, la capitale économique, verra également sa population s'accroître de façon considérable. Alors là, Adams, Lagos est une ville de contraste, mais on a l'impression que c'est une ville qui, quelque part, est un Eldorado, en tout cas pour les populations de l'intérieur du Nigeria. Est-ce que c'est le cas? Je dirais oui. Parce que à Lagos, aujourd'hui, la perception qu'on a au Nigeria, aujourd'hui, c'est que si vous voulez commencer en business, si vous n'êtes pas à Lagos, ça va pas marcher. Pourquoi? Donc, parce que c'est là, c'est comme le monsieur a dit dans le reportage, c'est la capitale économique du Nigeria. Et c'est vrai que tout l'argent du pays vient de Lagos. Et pour les gens qui veulent gagner de l'argent, il faut aller où il y a l'argent, et c'est Lagos. C'est-à-dire que c'était le véritable centre névralgique des affaires. Pourtant, le Nigeria est un pays tout de même fédéral, c'est-à-dire qu'on devrait s'attendre à avoir une capitale et donc un centre névralgique par État. Oui, mais malheureusement, le gouvernement fédéral ne regarde pas cette option. Ils ont concentré dans 3 États, à mon avis. Ça, c'est Lagos, qui est le premier, Rivers State, qui est... il y a le centre pétrolier du pays, et Abuja, la capitale du pays. Mais à part ça, si aujourd'hui je commence un business, je dis que je suis à Kwara State, il n'y a personne qui va faire business avec moi. Si je dis je suis à Maiduguri, ils vont parler de Boko Haram. Donc, Emmanuel Ega, est-ce que c'est dû à un manque d'organisation quelque part du côté des États, en fait, des administrations des États, pour développer des villes? Non, pour développer, c'est pour la raison que notre interlocuteur vient d'expliquer. Hein. Bon, Lagos remonte quand même à plusieurs siècles. Il faut rappeler les bases de sa croissance, même si les Britanniques ont colonisé le Nigeria et fait de Lagos sa capitale dès 1914, quand l'État nigérian État-nation nigérian a été fondé. Les Portugais étaient déjà là à la fin des années 1400. Donc, on aurait pu d'ailleurs devenir un pays lusophone. Mais Lagos a une histoire millénaire, centenaire. La croissance a commencé quand les Britanniques ont fait de Lagos le premier territoire colonisé en 1861. En 1914, donc Lagos devient la capitale de l'État-nation nigérien. En 1960, le pays est devenu indépendant et Lagos reste la capitale. Et puis il faut rappeler qu'en 1991, Lagos perd son statut de capitale au profit d'Abuja, situé au centre du pays, et qui était d'ailleurs créé en 1976, mais il a fallu un peu de temps pour construire la nouvelle capitale. Donc Lagos a bénéficié de son histoire. C'est une autorité historique quelque part qui fait que la population se tourne toujours vers elle. Pourquoi les Britanniques l'ont retenue comme capitale? C'est une ville très bien située au sud-ouest du pays, sur la côte. Donc on a tout de suite fait de Lagos le port par lequel on va évacuer les produits agricoles, les ressources naturelles dans l'administration coloniale. Lagos sera aussi le terminal d'un vaste réseau ferroviaire qui a été construit par les Britanniques. Donc ça a beaucoup joué. Et son rôle donc de capitale politique pendant plusieurs décennies avait donc contribué à cette croissance. Bon, là, ce qui se passe quand le Nigeria est devenu une fédération dans les années 60, on a commencé par une fédération de 12 États. Aujourd'hui, on a 36 États. Bien sûr, nous avons des États qui sont autonomes, mais donc qui ont leur gouvernement. On a le pouvoir central qui est à Abuja, dans la nouvelle capitale. Mais comme l'a dit
Olamide tout à l'heure, la Adams, il y a la ville de Port Harcourt, qui est située dans l'état de Rivers, qui est donc au cœur de la région pétrolifère du Nigeria, qui va bénéficier de ce fait d'une croissance phénoménale aussi, comme Lagos, mais qui ne dépassera jamais Lagos de par son histoire. La ville d'Abuja non plus n'a pas eu un impact notoire sur la croissance de Lagos. On a pensé qu'en créant une nouvelle capitale, on allait pouvoir désengorger Lagos et tout ça. Mais Lagos garde son attrait. Je crois que c'est surtout l'histoire de Lagos qui continue de le servir. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'au Nigeria, d'ici 2050, il y aura 400 millions d'habitants, enfin, si tout le monde essaie de se concentrer sur Lagos, ça risque d'être tout de même assez catastrophique. Donc, est-ce qu'il y a une politique tout de même au niveau des États pour développer certaines régions qui pourront, elles, ensuite devenir des pôles économiques, pour garder en tout cas la population? Oui, mais Lagos n'est pas Lagos et Port Harcourt ne sont pas les seules grandes métropoles. Le Nigeria a beaucoup de métropoles, c'est-à-dire des villes qui dépassent 1 million d'habitants. Donc il y a par exemple la capitale de l'État de Plateau au nord, qui est Jos, qui était aussi fondée par l'administration coloniale. Il y a la grande ville de Kano au nord du Nigeria, qui est une ville importante. Même s'il y a quelques problèmes aujourd'hui, voilà. Et il y a Ibadan, à 2 heures de Lagos, qui est aussi une grande métropole. Il y a la ville de Warri, qui est dans l'état de Delta, au sud du Nigeria. Donc il y a différentes métropoles qui concentrent une activité économique, mais due à la notoriété historique de Lagos, c'est celle principalement dans laquelle on se trouve. Il garde la prédominance quand même. Lagos concentre, c'était très bien votre reportage, vous parliez de Lagos qui a un PIB, je crois, de 65%. Concentre 65% du PIB non pétrolier. Bon, il faut rappeler que Lagos concentre aussi 40%. C'était d'ailleurs 70% il y a quelques années, quelques décennies, mais 40% des implantations commerciales et industrielles du pays. C'est énorme, c'est énorme. Oui. Alors, Lagos, c'est 20 millions d'habitants, mais est-ce qu'il y a un fort contraste entre les différentes classes sociales? Ah ben oui. Aujourd'hui, heureusement, depuis la retour en démocratie au pays, en 1999, c'est ça, on commence à revoir, on voit le retour de ce qu'on appelle les middle class. Parce qu'au Nigeria, à l'époque, c'est soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre. Ouais, c'est ça, il y a aucun cas de middle class. Mais aujourd'hui, ça commence à revenir parce que le président Obasanjo, c'est pas seulement lui, tout le monde a travaillé, je crois. À l'époque, ils ont fait en sorte que pour créer des business, la télécommunication a développé dans l'année 2000, je crois, retour en démocratie aussi. Et donc, il y avait beaucoup d'emplois à l'époque. Et parce qu'on parle de Lagos, Fashola, par exemple, le gouverneur actuel de Lagos, lui aussi, il a fait plein de choses à l'État. Par exemple, il a créé, moi je les appelle les polices de trafic, l'ASMA. Et ça, c'est... Trafic, c'est-à-dire contre le secteur informel? Non, je pense vous parlez de trafic en termes de circulation. Circulation, oui. Circulation, ouais. Donc, ils ont... C'est une manière de créer de travail, d'emploi aux gens, des jeunes qui n'ont pas d'emploi, quoi. Et à mon avis, côté négatif, c'est que les gens là sont pas des gens qui sont très très bien éduqués. Donc, à mon avis, il faut essayer d'éduquer des gens comme ça parce que après, ce qu'on a besoin au pays, ce qu'on a besoin à Lagos pour développer notre pays, quoi. Et est-ce qu'il y a une politique véritablement de logement pour pouvoir loger toutes ces populations qui arrivent vers Lagos? C'est des logements sociaux également. Ouais. Parce que moi, si je rentre au pays, je veux habiter à Ikoyi, je veux habiter à VI, mais c'est pas possible parce que j'ai pas l'argent pour payer les logements là-bas. C'est très très cher. Ouais. Donc les gens qui sont riches, ils sont sur l'île. Les pauvres, ils sont sur le mainland, comme on appelle à Lagos. Selon les estimations, au minimum 60% de la population de Lagos vit
dans des conditions précaires quand même. C'est une ville qui compte énormément de taudis. L'une des difficultés qu'on a, c'est comment déplacer des populations de ces taudis pour réaménager, renouveler les quartiers, de sorte qu'on puisse construire des logements. Mais ce sont des solutions de relogement pour ces populations ou juste les pousser encore plus loin ? Oui, bon, on les pousse, on reconstruit, mais souvent quand on a fini de reconstruire, ça coûte trop cher pour qu'ils puissent, voilà. Bon, ben, ils vont se reloger eux-mêmes dans un autre quartier de façon informelle. On attend donc que le développement arrive là et qu'on les repousse à nouveau. Donc il n'y a pas de politique de logement sociaux ? Il y a une politique de logement, bien sûr, qui est en cours. Le problème, c'est l'immensité de la population. Vous avez dit un minimum de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, Lagos est, je crois, sinon la première mégapole, on ne parle même plus de métropole, mais de mégapole africaine. Peut-être le Caire, peut-être Lagos. On verra quand on aura le recensement au Nigeria dans 3 ans, dans 2 ans, 2016. Cette politique quand même d'urbanisation, cette politique de logement, Lucien, on la retrouve très souvent dans les très grandes villes qui concentrent beaucoup d'habitants, comme le Caire, vous l'avez dit, comme également Casablanca et comme ici Lagos. Et comme Kinshasa aussi, bien entendu. Comme Kinshasa. En fait, M. Alon Adams et M. Emmanuel Iga ont mis vraiment bien en perspective les défis auxquels vont être confrontés les pouvoirs publics d'ici une vingtaine, une trentaine d'années. Ce sont d'abord des défis, on le voit bien pour Lagos, effectivement des défis géographiques liés au fait qu'il faut réaménager, repenser l'aménagement en fait, soit au niveau de l'habitat, des infrastructures, de l'occupation des sols, de l'installation des affaires commerciales. Ça, c'est un premier défi, à mon avis, géographique. Et puis, il y a un défi démographique. Ce défi démographique, en effet, c'est comment, d'une certaine manière, toujours dans l'optique de réaménagement, comment articuler la présence des populations nombreuses, parce que ici, nos invités ont mis de façon magistrale en perspective l'idée que c'est là où se trouve le pétrole, c'est là où il y a le commerce, c'est là où il y a le business, donc c'est là où il y a les emplois. Donc les populations quittent les autres villes et viennent d'une certaine manière à Lagos. Donc on l'a vu d'ailleurs hier justement par rapport à l'agriculture. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est repenser une politique en fait globale qui permette, vous l'avez dit à un moment donné, qui permette aux autres villes d'attirer les populations. Mais encore, faut-il qu'il y ait une volonté délibérée des pouvoirs fédéraux, des gouverneurs et des États. Or, ce qui ne semble pas toujours être le cas, parce qu'ils sont en compétition, ce qui est tout à fait normal, mais encore faut-il que l'État fédéral joue vraiment son rôle. Et puis il y a un autre problème, c'est le problème de l'occupation spatiale. À Lagos, effectivement, vous avez les classes les plus pauvres, quelques-uns, puisque c'est une lagune qui vivent sur des pilotis, quasiment sur l'eau. Et donc, le problème, est-ce que on les enchasse de leur habitation, mais si on les enchasse, on les met où? Donc, ça aussi, c'est un autre problème. Et puis, il y a un problème global. Je crois que les solutions doivent être trouvées, parce qu'on ne va pas dire, doivent être trouvées à Lagos même. Est-ce qu'on construit des ponts, des routes sous forme de ponts aériens, etc. Est-ce qu'on aménage autrement? Donc c'est une difficulté réelle. Et si on n'y répond pas, on crée les conditions, si vous voulez, d'une violence économique, violence politique et violence sociale. Je pense que les autorités nigérianes sont complètement conscients de ce problème-là et qu'ils vont y apporter des solutions. Est-ce qu'il y a une véritable politique d'urbanisme à Lagos? Est-ce que c'est quelque part un petit peu anarchique? Est-ce que c'est bien organisé? Lagos a fait d'énormes efforts ces dernières années, surtout ces 7-8 dernières années. Lagos s'est doté d'un schéma directeur de développement urbain, un schéma directeur d'ailleurs qui couvre l'ensemble de la métropole et de sa région, jusqu'à d'ailleurs certains États voisins de Lagos, comme l'État d'Ogun, où Lagos a déjà débordé dans sa croissance pour atteindre ces États-là. Bon, il y a un plan de développement qui est là et qui est très suivi. Ce plan prévoit la construction de grands axes routiers pour faciliter la circulation. Cela prévoit aussi la construction d'un système de voies ferrées, système léger de voies ferrées qui est un petit peu entre le métro
et le tramway ici, qui va, et ça a déjà même, c'est en cours de réalisation. De transport. En cours de réalisation. Les premières lignes sont déjà en cours d'achèvement, et quand on va dans Lagos aujourd'hui, et que vous demandez aux Lagosiens ce qu'ils pensent de ce qui se passe, ils vont exprimer d'énormes satisfactions sur les efforts qui sont faits pour développer les infrastructures. On est en train de goudronner les routes. On a le chauffeur de taxi dans le reportage tout à l'heure parlait des nombreux nids de poules qui font que Lagos est très célèbre pour ses embouteillages, ses go-slow. Et tout ça est en train de se résorber progressivement. Le développement urbain est en train de partir très fort. Je vais dire un mot rapidement. On va mettre fin à ce débat, Lucien. J'ai plus le temps. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. En Égypte, dernier jour pour les 53 millions d'électeurs pour se prononcer sur le futur texte constitutionnel. Le scrutin aux allures de plébiscite pour le général El-Sisi a enregistré un fort taux de participation. Et en Tunisie, disputée bagarre au sein de l'hémicycle de l'Assemblée constituante. Les députés ne s'accordent pas sur certaines dispositions du texte constitutionnel, notamment la loi encadrant la justice, mais également le régime politique. Ola Adams, je rappelle que vous êtes directeur dans un cabinet de conseil en France et que vous êtes également nigérien. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir invité. Courte pause dans l'Africa Newsroom. À suivre notre dossier économie qui sera centré sur le secteur halieutique au Sénégal. Restez avec nous.